Tu rejoins l'OM à l'été 2020, en succession de Zubizarreta. À ce moment-là, l'OM vient de retrouver la Ligue des Champions, avec André Villas-Boas. Comment est arrivée la proposition et pourquoi l'avoir acceptée? Je dis la vérité? Oui. C'est quelque chose que quand j'ai lu les nouvelles, j'ai lu toute la presse internationale. J'ai une maladie que c'est que tous les matins, je lis toute la presse internationale, même depuis des années. Ah ouais? Sky Sport, Marca, Bild, tout? Tout. Je lis tous les journaux le matin. Tout au sport, des trucs comme ça? Je lis le maximum de journaux les matins. Et j'avais lu sur la situation un peu de Zubizarreta à l'OM. Et j'avais dit à tous mes proches, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que l'OM va m'appeler. Tu l'avais senti? Je ne voulais pas travailler en Espagne. Et je voulais travailler ou en France ou en Allemagne. Okay. Parce que je voulais travailler Espagne, Italie, Angleterre. Je voulais faire les top 5 comme plan de carrière. Mais ça m'intéressait. Mais je n'ai pas fait de mouvement jusqu'à un moment. Les chasseurs de tête, qui étaient au moment responsables pour les recrutements, ils m'ont appelé. Et dans ce moment, j'ai dit, bon, je l'avais senti, c'est ça. À l'époque, j'avais des offres des équipes de Premier League. Ah, intéressant ça. C'était qui? Bon, pour respect, je préfère pas les dire, mais un club important de Premier League pour être directeur sportif. Mais tu sais, j'ai travaillé à Valence, 2004, Göteborg, OM. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, ils vont m'appeler. Quand même, il y avait une histoire. J'aime la passion autour de football. J'aime pas l'Angleterre, le froid que j'ai passé en Angleterre et en Touraine. Quand même, j'ai préféré voir un peu plus le soleil et continuer à voir le soleil comme à Valence. Oui. Le Nord Newcastle, il t'a laissé des dégâts, ouais. Et Touraine. Habiter à Touraine, tu as un déficit de vitamines de soleil, que quand même, c'est important. Mais pour moi, c'était plutôt... Et ça me disait quelque chose, non? Un peu la passion, un peu des gens que tu sais que tout le monde il vit là-bas pour le football. Donc, ça, après une expérience que tu as perdu la foi dans le football, faire un club comme l'OM, ça m'appelait. Tu l'as accepté directement quand les chasseurs ils t'ont contacté? Oui, pour moi, c'était devenu bien sûr la priorité dans ce moment. C'était quoi les conditions de travail là-bas? Est-ce que quand tu arrives là-bas, il a fallu refaire une cellule de recrutement? Est-ce qu'il y avait déjà des gens en place? C'était quoi ton boulot en arrivant? Pour moi, c'était plutôt compliqué parce que c'était l'époque Covid, non? Et l'époque Covid, quand même, il a conditionné beaucoup le travail, beaucoup les relations sociales à l'époque. C'était en modalité de fonctionner dans un club de football dans lequel tout c'était bizarre, non? Et tout c'était conditionné par le Covid. Mais moi, par règle générale, quand j'arrivais dans un club, toujours je tenais tous les gens en place. Parce que pour moi, ça serait tellement injuste. Comme j'ai vécu ça à Newcastle, peut-être pour ça que j'ai vécu ça à Newcastle, je ne veux pas qu'il arrive une personne, même si tu es très capable, il ne te donne pas l'opportunité de juste montrer, montrer les choses. Mais quand même, après le premier rendez-vous, pardon pour le dire comme ça, c'était très mal passé. Ah ouais? Surtout parce que j'arrive et je dis, bon, je vais vous respecter, je vais que vous travaillez, je vais pas pendant un moment me porter en personne, etc. Je vais vous donner l'opportunité. Moi, un peu cool, non? Et là-bas, elle me dit, ah non, on ne veut pas t'écouter. Wow. On travaille très bien. Tu ne vas pas venir ici à nous apprendre le travail. Wow, bienvenue à Marseille. Ça pose un contexte quand même, hein? Et j'ai dit, OK. Le lendemain, j'ai continué. J'ai dit, ça va être comme ça. Il m'a dit, ah non, on est habitué à travailler comme ça jusqu'à un moment que tu dis, bon, ne vous inquiétez pas, il va venir une autre personne et je vais porter mon équipe. Si vous voulez pas travailler avec moi, pas de soucis. Ouais. Donc à ce moment-là, ça a fait des changements. Mais par règle générale, si je crois que c'est bon de donner l'opportunité aux gens à donner un certain type de continuité à l'intérieur d'un club, et ça serait très injuste si tu arrives quelque part. Et quand même, tu changes les gens simplement parce que tu arrives de nouveau. Ouais, mais si ça refuse de collaborer avec la nouvelle personne qui arrive avec des responsabilités en charge, c'est bizarre quand même. Pour moi, ça c'était choquant, non? Spécialement parce que je me disais, bon, quelqu'un qui arrive, bon, tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux apprendre de lui, non? Il a travaillé à la Juventus, il a organisé à la Juventus, à Valence, ils ont gagné, sans faire l'arrogant, mais tu dis, bon,
je trouve des gens qui sont un peu à certains CV, certains non, CV. Je viens du scouting, c'est quand tu es scout et ton directeur il arrive et il vient du monde du scouting, quand même, tu es content et tu dis, bon, comment est-ce qu'on peut travailler? Wow, pour moi, ça c'était choquant. Ça t'a donné l'expérience. Wow, ça, après, tu te mets une corasse pour travailler, tu te mets quand même, tu deviens beaucoup plus direct. L'un des premiers transferts que tu effectues, c'est celui de Luis Enrique, qui fait un super début de saison. Ça aura pris un peu de temps, mais est-ce que tu es content qu'il réussisse enfin à montrer un peu ce que tu as vu en lui? C'est une chose. Tu changes beaucoup ta personnalité dans le football quand tu deviens président et quand tu es directeur sportif. Ça te change radicalement. Le Pablo, directeur sportif, et je ne sais pas, les jours qu'il rentre à la deuxième mi-temps contre Olympiakos, j'étais là-bas en Grèce et je dis, allez, tu vas un peu justifier aussi l'investissement que tu veux faire, non? Ouais. Aujourd'hui, je crois que si j'ai quelques types d'émotions vis-à-vis de quels que soient les joueurs, je serais injuste avec les 20 autres. Ok. Moi, ce que j'ai appris dans les dernières années, c'est cette transition de directeur sportif à être froid comme un glaçon dans les relations avec les joueurs, malheureusement. C'est intéressant ça comme point de vue. C'est vraiment un truc qui t'a... Parce que, on va en parler, tu as été président à partir de février 2021, là on est en 2024. C'est vraiment 2 ou 3 ans qui t'ont servi d'apprentissage? Et c'est nécessaire. C'est l'apprentissage du rôle. Spécialement parce que la chose importante dans la vie, c'est toujours d'avoir l'autorité. Et tu ne peux pas avoir l'autorité. Moi, comme directeur sportif, j'étais très proche des joueurs. Et en étant trop proche, tu penses que émotionnellement, ça te connecte trop? Ça te connecte trop. Tu peux prendre beaucoup de décisions. Les joueurs, ils ne vont pas respecter l'autorité. Et il faut sortir du quotidien, même si c'est une chose, avec toute l'histoire qu'on vient de raconter, que quand même c'est difficile de passer d'une chose à l'autre, mais c'est la chose nécessaire. Et maintenant, tu me poses la question non, sur Luis Enrique. Moi, j'ai le même sentiment pour lui que pour Jeffrey Delange, le deuxième gardien, parce que sinon, je ne serais pas juste. Et les jours que je dois tenir à tout le monde. Ok, je comprends le point de vue. Je ne l'avais pas pensé comme ça, tu vois. Au moment où je me dis la question, je me dis, ouais, c'était son joueur, là, il est bon, il doit être content. Non, ok. Sinon, tu serais injuste et tu ne serais pas une figure d'autorité exemplaire parce que les joueurs, ils vont dire, ah, lui, il est un peu plus avec lui, non, avec moi, il est mal. Je n'aime pas être injuste. Ta première année est assez spéciale. En moins de 9 mois, tu passes de directeur sportif à président du club en février 2021, après la révolution des Cyprès. Comment tu as vécu la période? Ça commence en disant, le Covid, ça fait que les choses étaient très bizarres dans tout, non? Sans supporter au stade. Ah ouais, vide, les masques. Non, en plus, tu arrives comme passionné de football et tu arrives à Marseille sans gens au stade. Donc... T'as 50% de l'expérience seulement. Non, quand même, c'est comme, bon, c'est pas quelque chose de plaisant, non? De ne pas avoir de gens dans le stade et tu choisis Marseille en plus pour ce côté. Quand même, j'aime ces folies, j'aime cette passion, cette unité avec l'équipe. Et tu te retrouves, pour moi, les premiers mois, c'était quand même d'enchaîner beaucoup de matchs, chercher de faire gestion et de me faire avoir ma place à l'intérieur. Et en fait, j'ai la sensation que les premiers mois ne passaient jamais à l'OM. Sans gens au stade. Enchaîner des matchs, mais sans gens au stade. Les voyages, quand même, c'était compliqué. Et pas de proximité avec les gens. En fait, tu habitais dans une bulle dans lequel, c'est la vérité, je ne sais rien de ce qui se faisait autour du club, de ce que signifiait réellement le club. Je savais toute la passion parce que tout le monde connaît Marseille dans les milieux. Mais quand même, waouh, je n'étais pas conscient de, pendant les premiers 6 mois, tu vois à Marseille que c'est complètement différent à ce que c'est la normalité de Marseille. Et dans quel état d'esprit tu t'inscris au moment de ta prise de fonction, quand on te propose le poste? Est-ce que tu te sentais prêt à assumer une telle tâche? Les propriétaires, de président. Les propriétaires et les conseils de surveillance, ils m'avaient demandé est-ce que tu te la sentirais de faire quelque chose en plus dans un moment difficile pour le club. Et j'ai dit bon, je ne vais pas attaquer personne, je ne vais pas prendre la place de personne. Si vous considérez et que mon responsable hiérarchique il considère que je suis la bonne personne, on peut en discuter.
d'un jour au lendemain, elle me dit, est-ce que tu veux devenir président? Tu as 5 heures pour décider. Wow. Wow. Ça va vite, hein? Dans ce moment, j'ai passé tout l'après-midi, j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'y réponds? Tu t'es fait passer tous les flashs de toute ta vie avant t'y tu dis, allez, pourquoi pas? C'est bien. Comment elle se passe la prise de fonction? À ce moment-là, c'était quoi le but? Est-ce que c'était de ramener un peu le calme, d'essayer de changer des choses? Non, dans ce moment, c'était comment faire devenir le football au milieu. Comment faire devenir qu'on commence à parler tout le monde de football et que la problématique, en fait, c'est le football et les résultats des week-ends et que tout le monde se concentre tout le monde sur les matchs. Ça, c'est quelque chose que quand même, ça, c'était important à donner. Et d'un autre côté, c'était pour un apprentissage en toute vitesse, en place, qu'en fait, dans le football, il n'y a pas du temps. Ouais. Mais j'ai dû apprendre beaucoup de choses que jamais, parfois, je ne faisais pas attention. Non? Quoi, par exemple? Partie commerciale, partie politique de football, des instances, qu'est-ce que ça signifie tout le monde digital autour d'un club de football. Ok. Ce sont des choses que tu me demandais il y a quelques années. Il y a des notions comme un supporter, mais tu dois avoir un niveau d'apprentissage dans lequel tu vas très vite et tu dois te remettre tout de suite à l'action. Et en fait, pour moi, c'était chaque jour un apprentissage. Cette année-là, elle signe la fin d'André Villas-Boas. Tu choisis Jorge Sampaoli pour le remplacer? Pourquoi? Wow. Par les données, je rentre dans tout ça parce qu'il était un entraîneur qui, dans toutes les différentes expériences, c'était un des entraîneurs qui avait un impact plus immédiat quand il prenait un club. Ça, c'était quelque chose qui disait sa histoire et que toutes ces équipes, ils sont en tendance très négative quand il est parti, avant d'arriver à l'OM. Ouais. Et ça m'avait interpellé. J'avais besoin de quelqu'un qui était très passionné parce qu'il faisait faire tourner un peu de passion. Il fallait quelqu'un avec lequel je pouvais m'entendre très bien. Il fallait quelqu'un avec un impact aussi immédiat. Il fallait quelqu'un avec lequel tu pouvais construire un peu quelque chose et qu'il avait un peu de nom, non? Parce que quand même à Marseille, tu as besoin aussi, dans un moment que tu changes, première décision quand même, comme président, même si ça va commencer un peu les conversations un peu avant de ma nomination. Bien sûr. Mais j'ai dit, on va jusqu'au bout. En plus, l'impact, il a été direct. On s'en rappelle la façon dont ça jouait. C'est même un été, si tu t'en rappelles, effectué dans des conditions particulières. L'OM s'est qualifié en Europa League, dernière journée. Avant-dernière journée, le penalty d'Emily contre Angers. Exactement, l'avant-dernière journée. Le coach vient de changer. C'était ton premier vrai mercato, entre guillemets, en tant que président. J'ai noté les arrivées de Gerson, de Lirola, Balerdi, Saliba, Guendouzi, Harit, avec notamment, si mes souvenirs sont bons, un encadrement de la DNCG qui avait rendu les opérations un peu difficiles. Comment tu as vécu ça? Je l'ai vécu que pour nous, c'était un moment de démontrer, comment dire, qu'on pouvait faire les choses différentes aux autres, avec un consensus et une relation parfaite entre un président et directeur sportif. Parce qu'à l'époque, je ne faisais pas ce type de transition encore, non? J'étais très proche encore du sportif, un coach que tu avais choisi, et je me sentais très proche de Jorge Sampaoli, non? Et je crois qu'on a passé tellement d'heures de conversation pour chercher de planifier cette équipe, comment on allait jouer, quelles caractéristiques il avait besoin dans chaque position, comment les coachs il voulait jouer. Donc tu essayais d'être vraiment un peu connecté au coach pour ça? On a fait, je crois que ce mercato, Jorge et moi, on a passé tellement de temps ensemble, aussi avec David Frio, qui a participé avec beaucoup de conversations, qu'on a passé même des week-ends en Corse, à faire l'équipe, à voir, à négocier, à qui on prend, comment on veut les caractéristiques. On avait fait un travail pour construire l'effectif que c'était important. Même le travail des prêts. Vous avez eu beaucoup recours aux prêts cet été pour essayer de faire rentrer les deals. Spécialement pour chercher de rentrer dans toutes les conditions de la DNCG, il fallait être très créatif à l'époque et de chercher de rentrer dans tous les piliers financiers, que c'était important. Mais en même temps, je crois que on avait très clair les choses et les joueurs qu'on voulait. Quelque chose qu'on oublie, c'est que l'OM, depuis quelques années, à ce moment-là, traînait des problèmes de déficit. Et donc, quelques encadrements côté DNCG.
Toi, tu as réussi, une fois que tu es arrivé, en quelques années, à ramener le déficit d'un OM qui se comptait souvent au-dessus de 50, 60 millions par an à seulement 13 millions là, fin 2023, avec notamment du coup la qualification en Ligue des Champions. Est-ce que c'était une demande de Frank McCourt? Est-ce que c'était nécessaire? Pour moi, c'est ça que tu dois faire comme dirigeant d'un club de football. C'est vrai aussi qu'il y a une période de CBC qui t'a aidé. C'est pas possible de passer d'un déficit à tellement moins sans avoir une période de transition. Pour moi, toujours le bilan économique à la fin de la saison, c'est quelque chose que dans les modèles actuels en France, c'est compliqué. C'est la réalité. Bah, c'est vrai. C'est vrai que quand tu as travaillé en Espagne, que tu as tellement de contrôle financier, que tu es tellement focus aussi sur les résultats économiques, et qu'à la Juventus, il y avait une phrase de Fabio Paratici que toujours ça m'a resté marqué. Il avait dit quoi? C'est plus facile que tu te fais virer si on ne fait pas un bon résultat économique que si on perd des matchs. Donc ça t'a un peu marqué la logique qui t'avait imprimé. Même si c'est compliqué la situation pour beaucoup de clubs français dans ce moment. Pour nous, que tu ne joues pas en Europe cette saison, tu sais que c'est une saison de transition. Mais je me sens fier. La première chose, c'est le résultat sportif, attention. Mais si à côté du résultat sportif, et normalement, ils vont lier, si à côté du résultat sportif, tu fais un résultat économique, c'est un plaisir, spécialement parce que tu dois avoir du respect aussi pour ton propriétaire, que c'est à la fin, c'est lui qui prend les risques. Sampaoli, puis ensuite Igor Tudor, Marcelino, et après la saison dernière, Gattuso, Gasset, et enfin du coup Roberto De Zerbi. C'est quoi ton avis sur un peu cette période d'instabilité niveau coach au club? Tu avais déclaré notamment sur RMC Sport que cette instabilité, elle était des fois pas choisie, mais subie. On se prend en démission de Sampaoli, pas voulu. Même que j'ai passé un peu de moments avec lui au Brésil, que j'ai dû voyager jusqu'au Brésil pour chercher de calmer un peu la situation, et c'était pas possible. Avec un Igor Tudor qui part, avec Marcelino après les circonstances, c'est quelque chose que je crois que c'est en liaison, je le dis toujours, non, avec la passion. C'est vrai qu'un an à Marseille, c'est comme 3 ans dans un autre club et tu passes pour un ascenseur toujours d'émotion. Alors toi, 4 ans maintenant à Marseille, t'en as pris 10, hein? Et tu dois... Sincèrement, c'est quelque chose que tu aimes les excès. Et moi, j'aime bien les excès, positifs et négatifs. Ouais. Et tu dois t'habituer que tu ne peux pas changer les ADN d'un club, non? C'est vrai que c'est quelque chose dans lequel tu rentres dans toutes les émotions et pour les entraîneurs parfois c'est quelque chose que je crois que c'est quand même compliqué dans une ambiance où il y a tellement d'émotions dans un club de football. Au moment où ils partent, t'aurais aimé toi pouvoir faire une saison en plus avec Sampaoli ou Igor Tudor? Avec tous les deux. Avec tous les deux, sans aucun doute. Et je considère que ça aurait été très positif de finir tous les cycles avec les différents entraîneurs. Si je suis avec le cœur dans la main. Côté joueur, on a aussi beaucoup entendu parler du taux de renouvellement de l'effectif avec beaucoup d'arrivées, de départs. Qu'est-ce qui explique ceci selon toi? Est-ce que c'est aussi une vision, une stratégie? Est-ce que des fois c'est peut-être un peu trop? Pour moi, c'est... oui, c'est trop dans les moments que si je dois faire toujours l'autocritique, non? Après, les moments actuels, ça se passe comme ça se passe et tu vois que le niveau d'attachement aussi de continuité de beaucoup de joueurs dans un club, c'est chaque année de plus en plus réduit et ça c'est aussi l'industrie qui se fait comme ça. Mais en même temps, je crois que c'est quelque chose qui c'est très lié à comment tu as suivi ou tu as eu des changements de coach, spécialement parce que j'aime beaucoup être très proche avec tous les différents entraîneurs. Tu dois t'adapter à tes entraîneurs en fait. Et c'est quelque chose que tu changes dans un style à autre, même avec des idées très différentes. Attention, que ça c'est aussi la responsabilité des dirigeants et ça c'est les choix et tu dois assumer toujours les choix que tu fais. Pour moi, ce type de changement d'entraîneur, ça te porte dans un changement dans l'effectif. D'accord. Donc indirectement, l'un a causé aussi l'autre. Tu dois partir toujours dans cette direction, spécialement parce que si tu passes toujours à la fin, l'entraîneur, c'est celui, comme on a dit avant, non, là, c'est l'entraîneur qui finalement, c'est celui qui va mettre les joueurs dans le terrain. Et c'est pas quelque chose, au moins comme je la pense, d'avoir un conflit en continuation avec un joueur, avec un entraîneur et un joueur parce qu'ils n'ont pas confiance l'un envers l'autre.
Et ça te devient de plus en plus compliqué. Est-ce qu'il y a certains joueurs qui, pour toi, s'ils avaient eu plus de temps, ils auraient pu réussir? Je crois que un bon exemple, c'est Luis Enrique, non? Que c'est que comment le temps et la maturité autour de beaucoup de joueurs. Après, Marseille, c'est un contexte que tu dois comprendre pour beaucoup de joueurs. C'est un contexte aussi qu'il faut avoir en continuité pour avoir de la performance parfois. Oui, ça c'est bien sûr. Comme il y a des autres, que les changements de coach, il a eu des situations quand même que les a mis dans une position beaucoup plus difficile de ce qu'il avait. Par exemple, un exemple, Gerson, il est un joueur phare avec Sampaoli pour le style de Sampaoli. Ouais. Tu passes avec un entraîneur qui finalement, un joueur comme Gerson, c'est aux antipodes un peu de ce qu'un entraîneur comme Igor Tudor, il pouvait Beaucoup vouloir d'intensité, de course. de un contre un. Gerson, c'est un contre un. Tranquille. Ok. C'est normal. J'ai eu Cédric Bakambu sur ce plateau. Et il racontait, alors il expliquait qu'à l'époque, quelques mois après son arrivée, il avait été un peu poussé à la sortie jusqu'à le faire jouer latéral à l'entraînement. Mais il racontait que malgré ça, il gardait de bons rapports avec toi. Qu'est-ce qui explique cela? Allez, il a parlé, il parle. Non, mais c'est pas poussé. Tu sais la chose, que beaucoup de joueurs, non, et c'est pas un critique aux joueurs. Finalement, quand tu as un entraînement et tu dois faire 11 contre 11 et tu ne fais pas partie des joueurs que le coach il a la pleine confiance, finalement, pour ne pas te manquer du respect et aller avec les jeunes dehors, il préfère te mettre dans des différentes positions. Après, c'est pas que le club il a dit bon, on se réveille aujourd'hui, on dit on met Cédric, que c'est un mec super, parce que Cédric c'est un super mec et c'est quelqu'un dans lequel tu t'amuses et il a quelque chose à niveau de personnalité que j'aime beaucoup. Cédric. Évidemment. Il avait donné une bête d'émission ici. Ah non, Cédric, il est fantastique. Non, il a ses sorties naturelles, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est vrai, pourquoi c'était bien passé, on a un bon souvenir. Parce qu'en Angleterre, avec Cédric, j'étais très clair avec lui. Et je lui dis, écoute, ça va être très compliqué pour toi. Tu vois que tu n'as pas la confiance du coach. C'est moi qui t'ai fait venir. C'est moi qui te demande aussi de partir. Dans la vie, si tu n'es pas clair avec les gens, je préfère que Cédric il dit qu'il a un bon souvenir de moi, même si c'est une situation difficile comme dirigeant du club, que tu es avec un mec que je l'aime bien. Après, c'est un mec qui, cette saison, il a fait son but à Lens, il a fait contre Nice, que c'était un but très important contre nous. C'est quelqu'un qui finalement, il y a des émotions aussi pour les joueurs. C'est ça que j'ai dit comme directeur sportif. Parfois, tu es affectionné avec les différents joueurs. Ce ne sont pas des conversations faciles que tu dois avoir avec les joueurs. Si tu n'es pas clair avec eux, et c'est la clarté aussi que tu demandes comme dirigeant. Ce n'est pas agréable. Te mettre en face d'un joueur, qui, quelques mois avant, tu lui as demandé de venir. Ouais. Quelques mois à peine après. Quelques mois. Parce que lui, de son côté, quand il était là, ah, moi je pensais que je m'inscrivais quand même un peu dans le truc, je m'attendais pas à ce qu'on me demande de partir aussi vite. Et c'est normal que c'est ça que tu le demandes aussi quand tu vas lui chercher. Et quelques mois après, même parce que tu vois qu'avec les coachs, ça ne va pas fonctionner, qu'il ne va pas avoir beaucoup de temps de jeu, que tu dois maximiser au maximum les salaires à l'intérieur du club, que tu dois améliorer ta situation à niveau financier le maximum, tu dis, waouh, il y a des joueurs qui quand même, les ratios des minutes qu'il va jouer, par rapport à ce qu'il coûte. Par rapport à ce qu'il coûte, il faut être pragmatique, même si ce n'est pas un moment, que c'est, quel que soit le dirigeant, ça fait partie du salaire, mais quand même, un mec qui t'a fait venir, moi, je me sentais obligé avec lui d'être moi la personne qui parlait avec lui. À titre personnel, comment tu as vécu le début de saison dernier avec les départs de Javier Ribalta, avec qui tu t'entendais très bien, Marcelino que tu avais ramené, et toutes les secousses du début de saison très compliquées qui ont donné l'impression que même à la fin, toi, tu allais bouger? Très mal. Très mal, mais surtout sur le plan émotionnel. Spécialement parce que, je l'ai dit toujours, non, on s'avait trompé sur les stratégies. J'ai fait l'autocritique, je suis le premier qui l'a fait. Mais en fait, il y avait ces sensations, non, que tu vas jouer contre Panathinaikos, wow, boum, tu tombes. Tu vas jouer à Metz, tu n'es pas capable. Tu vas jouer contre Nantes, tu n'es pas capable de gagner à Nantes depuis l'expulsion dans les premières minutes de match. Tu as toujours ces frustrations que tu veux réussir, que tu veux faire tout le maximum possible, mais en même temps, tu vois que ça ne fonctionne pas et que le niveau de tension, ça monte. Je l'ai mal vécu, surtout
dans un point de vue personnel. Ok. Parce que moi, je porte très mal l'échec. Tu as vu dans toute l'interview. Oui, c'est tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. Je la porte très mal. Et même voir que cet échec, c'est quelque chose que ça prend des dimensions beaucoup plus grandes. C'est quelque chose que ça te touche et quand ça passe parfois des limites, wow, ça devient compliqué. Et si dans le même moment, ça touche à des personnes dans lesquelles tu es très proche, c'est quelque chose que ça fait qu'amplifier, spécialement parce que tout le monde est humain, non? Oui. Qu'est-ce qui t'a fait rester, du coup, vu que tes proches sont partis? Pour moi, différentes choses. Pour moi, une chose que c'est la responsabilité. La responsabilité. Parce que finalement, ça m'a aidé aussi, quelque part, de faire cette transition. Parce que parfois, quand je parle de l'OM, je parle comme président de l'Olympique de Marseille qui représente le club. Bien sûr. Tu n'es plus Pablo Longoria, le mec qui sortait dans la photo avec Iribar. Ça, tu es à la maison. Ça, c'est ça que c'est parfois compliqué. Mais en même temps, tu as une responsabilité qui est supérieure à ce que tu es habitué à vivre et il faut que tu fais tes actuations accord à la responsabilité qu'ils t'ont donnée. L'autre, c'était de ne pas décevoir mon propriétaire, que c'est quelqu'un qui quand même il t'a donné une opportunité que ça te change ta vie professionnelle. Ouais, de ne pas partir à ce moment-là. De ne pas partir dans un moment que quand même, ça serait un manque de respect vis-à-vis d'une personne qui t'a donné une grosse opportunité, même personne te fait de non-président en directeur sportif. C'est très rare. Tellement jeune, en plus étrangère. Il y a tellement de choses dans lesquelles je me sentais complètement adepte. Et pour moi, c'était quand même une volonté très forte de me regagner la confiance de tout le monde en sachant que tu as commis des erreurs. Au niveau des erreurs, tu en as parlé, je crois, et j'avais même lu un papier où tu mentionnais notamment le fait que sur l'été dernier, avec justement ce match face au Panathinaikos et tout, l'idée c'était de recruter des joueurs d'expérience. Donc, on l'a vu dans le recrutement, Aubameyang, Renan Lodi et tout à l'époque. Ça a été ça, parmi l'erreur, peut-être trop de joueurs d'expérience. C'est l'idée générale qui a été mauvaise pour toi? Pour moi, c'était avoir une stratégie très à court terme. On a changé beaucoup la structure du salaire à l'intérieur du vestiaire. Ça, c'est quelque chose que toujours il a des répercussions et qu'on n'avait pas calibré à l'époque. Vous l'avez changé à la hausse? Oui. Et ça, c'est quelque chose que toujours il y a des impacts dans un vestiaire, non? Et c'est compliqué à gérer. Et pour moi, dans le moment que tu as ambition que c'est qualifier en Ligue des Champions, qualifier en Ligue des Champions, qualifier en Ligue des Champions, finalement, tu ne te concentres pas à faire les choses avec une vision de où est-ce que tu veux te projeter en mars. En fait, tu t'es projeté, on passe les deux playoffs, on va en Ligue des Champions, on continue, et on fait la saison. Et là, c'était quelque chose que, bon, de tout s'apprendre, non? Tu dirais que c'était un moment où tu avais une vision trop court terme et moins moyen terme, 2, 3, 4 ans? Oui, spécialement aussi parce que quand tu fais en équipe, ça fait partie aussi de ton état d'esprit. J'étais très déçu pour différentes situations. Je l'ai dit publiquement, de l'effet d'avoir une investigation à l'intérieur du club, ça m'a énormément touché. Le départ de Tudor, ça m'avait énormément touché pour la relation d'amitié parce qu'il était une personne, franchement, c'est quelqu'un qui, dans la distance courte, il a tellement de codes dans la vie que tu l'aimes beaucoup, le type de personne qu'il est. Ça m'avait tellement touché qu'en fait, il fait un marché dans lequel tu dis, bon, tout de suite, un peu énervé parfois, c'est pas bon. Le coup de l'émotion. Tu vas sortir toujours des émotions. Pour être lucide, tu ne peux pas être lucide quand tu es dans les émotions. Actuellement, avec l'arrivée de Benassia, Ravanelli, j'ai noté Monk, j'ai noté Alizérac, l'OM a l'air de s'être renouvelé. À quoi elle ressemble l'organisation sportive du club actuellement? C'est quelque chose de beaucoup plus complet. Je crois que l'arrivée de Mehdi comme conseillère, il nous a donné beaucoup d'air fraîche. Mehdi, il est top. Vraiment? Haut niveau. C'est toi qui l'as recontacté en te rappelant le fait qu'à la Juve, il regardait beaucoup de matchs, que limite, il faisait déjà un peu du scouting à l'époque? Et surtout avec la relation, quand on a pris un peu Unai, il était son ancien agent.
conseillère. Donc, au même moment, tu vois que ça pue le football, Mehdi, non? Et tu as besoin à côté de toi de quelqu'un que te dit, waouh, on y va, j'ai besoin de cette énergie, j'ai besoin de quelqu'un de nouveau, quelqu'un fraîche, quelqu'un qui veut faire les choses différemment. Et c'est vrai que, à faire à mesure, même avec la saison dernière, non? Cet été, l'arrivée de Fabrizio, l'arrivée de Giovanni Rossi, l'arrivée du coach, l'arrivée de beaucoup de gens dans les sportifs, Assis, Ali, ça donne la volonté de créer un groupe de travail. Tu vois qu'il y a un dynamisme qui se crée avec une relation personnelle. J'ai dit que maintenant, l'ambiance qu'il a dans les sportifs du club, c'est quelque chose que j'avais senti à l'époque de Valence, par exemple. Ok. Une espèce d'osmose il y a un un peu logique. osmose entre toute la partie sportive, il y a un osmose entre les coachs et Benatia, il y a un osmose que c'est spécial. Tu as déclaré que depuis cet été, tu étais moins associé directement à la prise de décision et que c'était une des leçons que tu as retenues les dernières années en tant que président. Quand on dit moins associé, c'est dans le sens où tu as délégué un petit peu. C'est l'une des leçons? Je dis oui ou non, c'est comme si tu as des enfants, que tu as passé toute la vie avec eux, ça arrive un jour que ton enfant il va à l'université. C'est vrai. Mais tu dois laisser ton enfant dans les bons mains. Et je crois qu'avec Mehdi Benatia, même si avec Javier j'ai délégué beaucoup, mais Javier et moi on était beaucoup en tandem, qu'on se connaît depuis toute la vie. Mais avec Mehdi, j'ai cherché de déléguer beaucoup dans ses idées. Après, la décision, ça arrive et c'est normal que la prise de décision, ça doit arriver dans tous les hauts du club et c'est normal. Mais c'est vrai qu'avec Mehdi, wow, c'est quelqu'un avec lequel tu peux déléguer parce que tu vois que c'est un directeur sportif potentiellement d'un autre niveau, non? Roberto De Zerbi, cet été, ça a été un bon coup? Alors évidemment, la réponse c'est oui, #analyse, mais c'est plutôt... C'est un plaisir et c'était fatigant. Ça a été un dossier au long cours. La recherche de l'entraîneur cet été, c'était un dossier que quand même on a investi beaucoup de temps. Vous avez hésité? Vous avez eu beaucoup de noms possibles et tout? On avait les choses très claires. Dans un premier moment, on avait des noms dans la tête, mais c'est vrai que dans les moments que Roberto il était toujours disponible, c'est vrai qu'on a ça dans les coins de la tête, on les travaillait même en sachant que c'était très compliqué. Mais c'est quelqu'un qui disait, il les porte un peu avec la passion, c'est un passionné de football, c'est des messages qu'il n'écoute pas souvent. Et la relation que se crée entre Mehdi, les coachs, parfois moi qui participe moins dans le quotidien avec tellement de voyages et des choses. Logique. Mais c'est quelque chose que tu vois que quand même, il est content de vivre beaucoup de passion.